Bonjour à tous. À 2 semaines de l'ouverture de la campagne électorale, certains journaux expriment de vives inquiétudes sur la tenue des élections législatives et municipales dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Selon le messager, des bureaux administratifs et locaux de l'ECAM ont été incendiés, des villages rasés, des nouvelles séries d'assassinats et une population apeurée à cause de la menace séparatiste. Le quotidien La Nouvelle Expression affirme que des candidats SDF engagés dans la compétition électorale sont désormais pris pour cible dans le nord-ouest. Leurs domiciles ont été incendiés, comme c'est le cas pour le député Foussi Ndamunkong du SDF. D'autres sont kidnappés et gardés en captivité au regard de la montée de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Des militants du RDPC résidant dans le nord-ouest ont exhorté le chef de l'État à demander pardon aux populations pour avoir déclaré la guerre dans les 2 régions anglophones. Ces propos attribués aux militants RDPC font la une du journal d'expression anglaise de Guardian Post. En guise de réponse, un renfort de 350 gendarmes a été déployé dans la région du nord-ouest pour la sécurisation du processus électoral. C'est le même effectif déployé dans le sud-ouest afin de permettre aux populations de remplir leurs droits civiques en toute sécurité. Cependant, le front du boycott de ce double scrutin s'est internationalisé alors que le chef de l'État, Paul Biya, a tenu à rassurer les diplomates accrédités au Cameroun sur les solutions politiques apportées à la crise anglophone. Son principal challenger, Maurice Kamto, a multiplié les rencontres avec le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines et des membres influents du Congrès américain, en réitérant leur attachement aux élections pacifiques et à la médiation suisse pour mettre fin au conflit armé dans les régions anglophones. Les États-Unis ont-ils pris position en faveur du front du boycott ou alors ils soutiennent le gouvernement camerounais dans le processus électoral en cours? Le renforcement du dispositif sécuritaire est-il de nature à rassurer les acteurs politiques engagés dans les élections législatives et municipales sur la situation humanitaire? Les accusations formulées contre la fondation Aya ont débouché sur une plainte contre des ex-séparatistes et présumés réfugiés de retour du Nigeria. Ils ont accusé cette organisation humanitaire de fournir des armes aux séparatistes, des accusations infondées selon la presse qui viennent accentuer un climat de suspicion sur la gestion de la crise humanitaire dans les régions anglophones. Après l'annonce de 100 camions chargés de denrées alimentaires pour les populations déplacées dans les régions anglophones, La Nouvelle Expression a soulevé une interrogation à sa une concernant cette initiative présidentielle. S'agit-il de la paix ou la nourriture? S'interroge le journal La Nouvelle Expression, alors que le mendiant de la paix a déclaré devant les diplomates que le statut spécial des régions du nord-ouest et sud-ouest répond amplement aux aspirations des populations qui y vivent. Le président de la République a-t-il dénié la réalité des fédéralistes et de ces groupes séparatistes qui rendent de ce problème délicat dans les régions du nord-ouest et sud-ouest? Que faut-il faire pour que le Cameroun retrouve la paix et la sécurité tout en préservant la diversité culturelle et linguistique du pays? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des invités de haut vol, experts de haut vol et hommes politiques de premier plan invités sur ce plateau de droit de réponse. Et pour cette nouvelle édition, je reçois sur ce plateau Samuel Motte. Samuel Motte, bonjour. Bonjour Cédric, meilleurs vœux à vous et également aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci d'être avec nous ce dimanche. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, expert comptable. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Et en face de Samuel Motte, il y a d'abord le ministre du shadow cabinet du SDF en charge de l'information, Jean-Robert Wafo. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de droit de réponse. Je précise que vous êtes maire adjoint à la commune d'arrondissement de Douala 2e. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau de droit de réponse, l'un des éditorialistes de La Nouvelle Expression et consultant ce droit de réponse, Edmond Kamdia. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les copanélistes. Mes salutations aux téléspectateurs fidèles de cette émission.
Sur ce plateau de droit de réponse, le représentant du MRC et ses alliés, Maître Désiré Sikati, bonjour. Bonjour Cédric, bonne année à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être présent à cette émission. Je suis très honoré d'avoir été invité. Merci d'être avec nous ce dimanche. Et d'entrée de jeu avec vous, Edmond Kambia, la nouvelle expression, s'est intéressé cette semaine à cette série d'incendies ciblés contre des militants du SDF dans le nord-ouest. Cette semaine, c'est le domicile d'un député SDF qui a encore été incendié avec des enlèvements d'autres militants du SDF. Que se passe-t-il concrètement, Edmond Kambia? Effectivement, on pourrait parler d'une sorte de série noire au SDF où les militants, notamment ceux qui sont engagés dans la compétition des élections municipales et législatives, semblent vraisemblablement ciblés. Et on constate que, comme tu viens de le dire, monsieur Senoufélé, la maison d'un député a été brûlée, mais ce n'est pas le premier cas. Il y a eu d'autres cas avant celui-là. On se souvient également de la maison qui a été brûlée du maire de Kumbo en son temps. Il y a beaucoup de personnalités, maires, députés, conseillers municipaux de ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont pratiquement déjà quitté les localités du nord-ouest et du sud-ouest où ils vivaient pour se considérer en quelque sorte comme le chairman ni John Frundi, comme une personnalité déplacée qui depuis quelque temps se retrouve à Yaoundé et ne peut pas aller à Bamenda comme il le souhaiterait. Maintenant, les premières interrogations à la lumière des articles, des reportages de nos correspondants dans le sud-ouest et au nord-ouest nous amènent à penser d'abord que ce n'était pas la première fois que cela arrive. Rappelons-nous que le chairman a été interpellé 2 fois par des ambazoniens ou des présumés ambazoniens qui à chaque fois lui ont transmis des messages et des messages allant dans le sens d'une appropriation de la crise anglophone en vue d'une solution juste et durable. On se souvient que le chairman, la 2e fois qu'il avait été interpellé par les ambazoniens, on lui avait dit, et c'est selon le message qu'il avait transmis à ses militants et cadres, qu'on lui demande de dire aux députés de ne plus aller à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le message qui est transmis par ceux qui interpellent les militants et cadres du SDF dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est qu'ils n'aillent pas du tout aux élections municipales et législatives du 9 février prochain. C'est le message qui est attendu de la part de ceux qui les interpellent. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il s'agit seulement des ambazoniens? Est-ce que c'est seulement ceux-là qui sont soit ambazoniens, soit cherchent derrière tout ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest des rançons et les contraint en quelque sorte à faire leur desiderata? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes qu'on pourrait explorer? C'est juste des interrogations comme cela qu'il faut donner pour dire qu'en réalité, le fait que les militants, les cadres de tous ordres, élus, députés comme conseillers municipaux du SDF dans les régions nord-ouest et sud-ouest soient ciblés, interroge la nation, non seulement sur la question grave de la crise anglophone, qui est devenue un conflit depuis plus de 2 ans, et dont on connaît une sorte d'enlisement pour lequel on a du mal à croire que, alors que la situation s'enlise, on envoie encore les troupes sur le terrain, alors que le moment était venu de chercher des solutions politiques ou diplomatiques en vue d'apaiser davantage. Dans ce climat d'insécurité, il y a, Edmond Kambia, des séries de démissions annoncées par certains militants du SDF inscrits sur la liste de ce parti politique pour les législatives et municipales dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que c'est lié à ces multiples attentats et menaces venant des groupes armés dans ces régions? Tout à fait. Il y a un lien direct entre les désistements, entre les démissions des cadres, militants, élus, conseillers municipaux ou députés arrivant en fin de mandat qui se désistent, qui disent qu'ils n'iront plus aux élections parce qu'ils ont peur pour leur vie, pour la vie de leur famille, mais également pour leur maison, qui sont incendiés en ce qui concerne ceux qui ont décidé malgré tout d'y aller. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que derrière ces désistements et ces démissions des cadres du SDF dans ces 2 régions du pays, on a le sentiment que le véritable message qui est adressé au SDF
par leurs commanditaires, c'est de mieux se positionner par rapport à la résolution de la crise anglophone. D'un. Deux, par rapport au fait d'aller ou de ne pas aller aux élections. Mais vraisemblablement, il s'agit, le message qu'il leur a adressé à tous depuis le début, c'est de dire au SDF, prenez clairement position et boycottez les élections législatives et municipales. Mais est-ce que le chairman, d'ici le 9 février, sera capable, avec son NEC, son comité national exécutif, de prendre une résolution qui va dans ce sens? Pour l'instant, le SDF est engagé dans ces élections. J'aimerais avoir la réaction de Jean-Robert Wafo. Regarde ce qui arrive à ses camarades militants du SDF dans le nord-ouest. Jean-Robert Wafo, il y a eu encore un incendie du domicile d'un député SDF dans la région du nord-ouest. Une vidéo a circulé cette semaine avec des militants SDF pris en otage et les ravisseurs comptent les garder en captivité jusqu'à la fin du processus électoral. Comment vous réagissez à ces différents événements? Évidemment, ça ne peut être qu'une réaction d'indignation doublée à des questionnements. Comme Edmond a si bien indiqué, ce n'est pas la première fois que nos militants, parce qu'il demeure encore nos militants, sont intimidés, incarcérés et pris en otage. Il a cité, n'est-ce pas, une série de hauts cadres du parti. J'ajoute à cela, n'est-ce pas, le domicile de Noram Badam, qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Et je me pose la question de savoir pourquoi, de par son statut, de par son rang, il n'y a pas eu de disposition particulière en matière de protection autour de son domicile. Parce qu'il est vice-président de l'Assemblée nationale, c'est clair qu'il aurait pu bénéficier d'un dispositif particulier de sécurité, ce qui n'est pas le cas. Cela m'amène à me poser une question simple. Comme dans toute enquête criminelle, à qui profite le crime? Rapporté à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, je dois la vérité de me poser une question. Et d'ailleurs, Edmond, qui est journaliste de la presse, aurait dû poser cette question. Pourquoi c'est seulement, comme Cédric l'a fait, pourquoi c'est seulement les militants et les hauts cadres du SDF qui sont pris en otage ou alors dont les maisons sont incendiées? J'invite nos téléspectateurs à lire un livre très intéressant intitulé « Les crimes de la République ». Dans ce livre qui est apparu en 2011, on nous fait état, c'est-à-dire la vérité sur ce qui s'était passé à Paris à l'époque, n'est-ce pas, à l'époque on avait pourchassé les militants du FLN au motif qu'ils avaient agressé, n'est-ce pas, les policiers français à Paris. Ça, c'était la version officielle dans les années 60. La vérité a éclaté dans ce livre. On s'est rendu compte qu'en fait, les militants du FLN, c'est plutôt eux qui avaient fait l'objet d'attaques de la police française. Pour dire quoi? Alors que le SDF est le seul parti à avoir fait de la résolution de la crise anglophone sa priorité, je veux dire une de ses priorités majeures. Alors que le SDF n'a eu de cesse au sein des institutions de porter, n'est-ce pas, la question de l'inscription du problème donc anglophone à l'ordre du jour, que ce soit au Parlement ou bien que ce soit à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat, alors que le SDF a organisé des meetings à Boya dès le déclenchement de cette crise pour dire attention, tel que ça va là, il faut rapidement dialoguer avec ceux qui sont en train de vouloir, donc qui sont en train de contester, puisque nous faisons partie. Alors que le SDF a été, le premier parti a dit très clairement, et d'ailleurs c'est inscrit dans ses statuts, qu'il fallait le fédéralisme dans ce pays. Alors que le SDF a été le premier parti, n'est-ce pas, après le déclenchement de la crise anglophone, a organisé également des meetings à Bamenda. Alors que le SDF, n'est-ce pas, du côté de la zone francophone, je veux dire des 8 régions francophones, a été le premier parti à organiser, toujours sur cette question, un meeting
pour demander la résolution de la crise anglophone. J'ai en mémoire le meeting du 23 janvier qui avait été organisé par l'honorable Jean-Michel Nietzsche, ici à Douala, et que Equinox a donc ouvert. Il participait également l'honorable Joshua aussi. Alors que le chairman n'a eu de cesse de dire, et d'ailleurs je me rappelle, après la victoire des Lions, il a été invité au palais, il est parti là-bas. Des gens ont cru qu'il parlait, donc il partait juste pardon au palais. Il a rappelé qu'il est venu dire au président de la République que la crise anglophone est en train de prendre des proportions énormes et qu'il faut résoudre. Alors que le SDF... Qui est derrière ces incendies alors que le SDF a donc fait, de façon globale, de la crise anglophone sa priorité, et alors qu'en même temps, les députés et les sénateurs du RDPC, dans ces deux régions, n'ont jamais accompagné les députés et les sénateurs du SDF chaque fois qu'il était question qu'on pose ce problème anglophone sur la table, donc je vais dire, qu'on inscrive ça à l'ordre du jour et de l'Assemblée nationale et du Sénat, alors que les députés et sénateurs du SDF, non, du RDPC, dans ces deux régions, n'ont jamais pris parole publique, en dehors de Chief Moukete qu'il a fait sur le tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce qui peut justifier que ce sont seulement, n'est-ce pas, les cadres du SDF, je veux dire les militants et les candidats du SDF qui soient pourchassés, qui soient intimidés? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Parce que quand vous regardez très bien, au niveau des chiffres, dans le Nord-Ouest, il y a 20 députés dans le Nord-Ouest. Nous avons 13 députés. Et 1 dans le Sud-Ouest, sur 15. Ça veut dire que sur 35 députés, dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous en avons 14. C'est-à-dire le RDPC a 21. Sur 20 sénateurs, nous en avons 7, le RDPC a 13. Si la résolution de la crise anglophone, si ces attaques étaient liées uniquement au fait que la crise anglophone n'a pas été prise en compte, les premiers qui devaient être attaqués, et ça je condamne les attaques, je condamne les violences, d'où qu'elles viennent, ça devait être ceux du RDPC. Mais pourquoi ce n'est pas eux? À qui profite le crime? Je réponds rapidement. 1. Aux bandes armées qui profitent, n'est-ce pas, pour faire des rançons de ce côté-là. Et ensuite? De 2. Ensuite, n'est-ce pas, les séparatistes qui ont clairement indiqué que il faut que qui ont clairement indiqué leur penchant pour la sécession. Et de 3, ceux qui ont intérêt que le SDF ne participe pas pour rafler la mise. Et ceux-là sont connus. C'est le RDPC. Donc il faudrait que les enquêtes soient diligentées également, n'est-ce pas, du côté de certains cadres du RDPC. Ne pas le faire, c'est fait dans l'enfumage et dans l'esbouf. Il faut que ce soit clair. Votre position a été bien comprise. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Samuel Mout. Alors, ces séries d'incendies, des domiciles des militants, députés SDF dans le Nord-Ouest, avec des séries d'enlèvements ciblés contre les militants de ce parti politique. Et Jean-Robert Wafo, ministre du chef de cabinet du SDF, a le sentiment que le RDPC est derrière ces multiples attaques ciblées contre ses camarades militants. J'ai dit tout est possible qu'il soit derrière. Je pourrais me contenter de la nuance et ne pas lui répondre, mais en réalité, il ne se veut pas, il y a Robert Wafo dans ce qu'il vient d'affirmer là tout à l'heure. Je sais une chose, à qui profite le crime, ça pourrait peut-être profiter aux séparatistes, aux indépendantés, aux ambaboys, mais je sais à peu près également que ça dessert une cause, la cause démocratique. Lorsque dans une république, on est en divergence d'opinion, on se réfère. Ça a été le centre du discours de la leçon magistrale du chef de l'État en fin d'année. Quand on a une divergence d'ordre social, d'ordre juridique, d'ordre politique, on se réfère à un arbitre, et très souvent l'arbitre, en ce qui concerne tout au moins le domaine de la politique, c'est l'électeur. Ça me semble quand même ennuyeux de constater que au moment où on est à quelques semaines de donner un point de vue par rapport à la conduite des affaires de la nation, que des gens continuent à se rebeller pour pouvoir soumettre, pour pouvoir nous infliger, nous imposer cette violence-là qui, à mon sens, n'a pas de place dans la République. Mais là encore, j'ai de mal à suivre Jean-Robert Wafo quand il dit « nous avons tiré les sonnettes d'alarme ». Quand on est face à un mouvement comme celui que nous affrontons, dans un premier temps à l'extrême nord, dans un second temps à l'est, et qui peut-être de manière
plus ou moins concomitantes également au nord-est et au sud-ouest, le premier réflexe que nous devons avoir en tant que citoyens, c'est de dire non pas que nous avons tiré la sonnette d'alarme, mais nous avons de manière assez ferme condamné l'ensemble de ces agissements-là qui, à mon sens, desservent la démocratie. Ça ne sert à rien de dire nous avons demandé au gouvernement de faire ceci ou cela, comme si dans son subconscient, dans son mode de raisonnement à lui, chaque fois que des groupes armés vont se mettre en branle pour pouvoir commencer à troubler l'ordre public, il faudrait également que le gouvernement s'affaisse. Ce cri d'alarme-là, je ne le lance pas aujourd'hui. Je l'ai lancé également quand on était dans les travaux préparatoires du Grand Dialogue National. Parce que ça faisait de partout. Il faut que le gouvernement fasse ça. Il faut qu'on fasse encore ça. Il faut qu'on obtienne ça du gouvernement. Et puis moi j'ai des gars, mais les gars, oui, très bien. Le gouvernement peut tout céder. Mais à condition, au moins, on peut s'accorder là-dessus, à condition de ne pas s'affaisser tout de même. Parce qu'à partir du moment où le jour où le gouvernement s'affaissera, personne, aucun d'entre nous ne sera en sécurité. La preuve aujourd'hui, il s'interroge de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas les militants de RDPC qu'on arrête. Très bien, ça se pourrait également parce que les militants de RDPC, dès la première, ont condamné ce mouvement de viande. Mais ça se pourrait également qu'on se déverse sur les gens du SDF, ce que je ne pourrais pas également envisager, mais le sens de sa parole de tout à l'heure peut également m'inciter à le faire. Quand on est entre petits copains d'hier, à partir du moment où on commençait à prendre des écarts, également, les petits copains d'hier également sont en mesure de vous entraver pour pouvoir dire on a commencé une cause commune, on l'a fini de manière en commun. Il faut condamner. Il faut condamner parce que ce soit les points de fédéralisme, les points de sécessionnisme, les problèmes de régionalisation, nous avons une voie démocratique qui permet de résoudre ce genre de contentieux. Il n'y a pas à dire, par exemple, que dans mon village, les gens vont se réveiller un jour pour pouvoir dire nous ne voulons plus appartenir à l'État du Cameroun. Ou tout au moins, je voudrais que l'État nous concède tel ou tel avantage. Oui, c'est une aspiration qui est née dans cette zone-là. Qu'est-ce que nous devons faire dans un pays démocratique? C'est que nous en faisons un thème de campagne. Et voilà une campagne qui s'annonce. On devait être en train de discuter aujourd'hui entre les gens qui veulent un État fédéral et ceux qui veulent un État unitaire. On devait être en mesure de discuter, encore que je ne suis pas sûr que ça puisse être envisagé dans le cadre d'une république, entre les gens qui veulent prendre le large en prenant la sécession et les gens effectivement qui pensent que c'est quand même bien de rester dans un État comme le Cameroun. Et ce n'est que dans le cadre de ces arguments de campagne que des positions des uns et des autres peuvent être discutées et trouver éventuellement des arbitrages. Je suis au regret aujourd'hui de dire effectivement les gens, entre les gens, effectivement, parmi les gens qui encensent ce genre de mouvement, c'est de dire effectivement, dès lors qu'on n'a pas trouvé des accalmies au nord et au sud-ouest, on ne fait rien du tout. Mais non, ça doit faire l'objet d'un thème de campagne. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui devaient être demain ou après-demain, le 9 notamment, qui devaient être orientés leur discours en disant, nous pensons que le fédéralisme a plein de vertus. Mais comment ces actions de campagne vont-elles être menées dans ce contexte d'insécurité? Quand d'autres militants voient leurs camarades être enlevés, ils voient leur domicile être incendié, est-ce que cela ne va pas impacter sur le moral de ceux-là qui Mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis également. C'est un discours de responsabilité que j'ai tenu tout à l'heure, qui consiste à dire, si dans les premières heures, de manière unanime en tant que républicain, on avait dit on ne cautionne pas dans la République ce genre d'agissement, le point que nous posons aujourd'hui ne se serait jamais posé. Il ne se serait jamais posé, mais c'est pas qu'à un moment donné, on a été connivant. Maintenant qu'on a été connivant, on est en train dans une situation de retour de bâton où les gens qui hier voyaient d'un bon œil un tel mouvement en pensant que ça allait déstabiliser le gouvernement en place, se retrouvent aujourd'hui affaiblis parce que l'électorat s'est éparpillé. Il faut être conséquent quand on fait des choses. Et notamment, l'objectivité, les principes, doivent guider l'action des politiques. Il ne s'agit pas de jouer à la tombola. Dans le cas de ce qui s'est passé au nord de Sud-Ouest, un certain nombre de dirigeants politiques au Cameroun ont joué à la tombola en disant de toutes les façons, nous allons essayer d'encenser ce mouvement-là. Si ça peut nous permettre de résoudre nos conflits politiques à ce moment-là, effectivement, on considérera que c'est une démarche. Mais à partir du moment là où ça se retourne, parce que, quoi qu'on dise, le gouvernement, le pouvoir, la nation reste encore debout. Et aujourd'hui, nous constatons que les gens qui, plus ou moins, ont été un peu conciliants par rapport à ce mouvement-là, sont les premiers aujourd'hui à avoir des conséquences néfastes induites par le mouvement en question. Et donc, pour la prochaine fois, je crois que ça nous servira certainement de leçon. Après, on reviendra chaque fois à la République pour pouvoir demander des arbitrages. Après, j'aimerais avoir la réaction de l'un de nos invités qui nous a rejoint à l'instant, Maître Emmanuel Achou, senior barista.
au barreau du Cameroun et vous suivez de près la situation dans ces deux régions du Cameroun. Cette série d'enlèvements, de kidnapping, d'incendies des résidences des militants SDF, notamment ceux qui sont engagés dans cette élection législative et municipale, qu'est-ce qui se cache derrière ces séries noires, selon vous, Maître Emmanuel Achou? Merci Cédric. C'est une situation vraiment perplexe parce que à l'heure où nous sommes, nous entendons des gens qui dénoncent leur candidature. Et je ne sais pas quelles conséquences juridiques cela pourrait avoir parce que pour que ces démissions et autres là puissent avoir effet, il faudra qu'elles soient notifiées au Conseil constitutionnel. Mais je trouve ça plutôt dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si le Conseil constitutionnel en a été informé. Et si le Conseil n'en est pas informé, alors ça veut dire que ces personnes, les noms de ces personnes iront aux élections, ils seront élus. Et même s'ils sont en captivité, ils seront quand même députés, maires ou conseillers municipaux. Donc vraiment, c'est une situation qui est assez perplexe. Maintenant, qui peut être derrière? En d'autres temps, j'ai suivi quelques analystes qui disent que quand on voit les vidéos des Amba Boys, on constate qu'ils assument leurs actes. Donc chaque fois qu'ils posent un acte, ils se tiennent là pour dire c'est nous, en montrant même à visage découvert que c'est eux qui ont fait. Mais dans la vidéo où on présente des gens à tout bas qui ont été enlevés, on ne voit aucun Amba Boy et on voit seulement les captifs. Et on entend des voix en fond sonore. Alors, certains se demandent, est-ce que ce ne sont pas d'autres personnes qui se passent pour les Amba Boys qui ont enlevé? Et là, je suis vraiment tenté de pencher un peu du côté de M. Wafo. Parce que vraiment, non, c'est vrai. C'est clair. C'est clair. Avant d'entrer dans ce studio ce matin, cet après-midi, j'ai vu un post où les Amba Boys prétendent avoir mis la main sur 5 militaires qu'ils auraient attrapés en flagrant délit de kidnapping. J'attends voir. C'est ça. J'attends voir la confirmation et qui nous montre les images de ces personnes et qui nous donne la preuve que ces personnes avaient kidnappé. Mais si c'est confirmé, ça veut dire que M. Wafo a raison. Mais si ce n'est pas confirmé, bon, on va rester. Mais pourquoi cette escalade d'insécurité à l'approche de la campagne électorale? C'est très simple. Les Amba Boys ont dit qu'il n'y aura pas d'élection dans le Southern Cameroun. C'est clair. Moi, je ne pense pas qu'ils ont demandé au SDF de ne pas aller aux élections. SDF, à mon avis, serait libre d'aller aux élections dans les 8 autres régions. Mais ils ont dit nord-ouest, sud-ouest, pas d'élection. Donc, il faut faire tout pour que l'insécurité règne et qu'il n'y ait pas d'élection. Mais pour le reste du Cameroun, cela ressemble à un diktat de la part de ces groupes armés. Pourquoi ne pas laisser le libre choix à ces populations de décider ou pas si elles souhaitent aller à ces élections ou participer au processus électoral? Vous voyez, ce sont des gens qui ont une cause qu'ils ont mis en avant. Ils ont dit indépendance totale ou bien on reconnaît notre État. Si ce n'est pas le cas, ce territoire sera ingouvernable. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, comme disait M. Mout, qui a dit que si vous ne voulez pas marcher selon ce que je demande, je ne ferai plus partie de ce territoire. Vous pouvez demander de respecter la vie des autres. Oui, là, ils ont pris une position claire. Ou bien vous reconnaissez l'État, ou bien c'est l'indépendance totale. Donc, on ne peut pas se poser des questions sur le point de savoir pourquoi eux, ils demandent à ce qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que s'il y a élection, ça veut dire que leur territoire fait encore partie de la République du Cameroun. Oh, ils disent que non. Si le gouvernement ne résout pas le problème, il n'y aura pas d'élection. Donc moi, je ne suis pas surpris que il y a, n'est-ce pas, un regain de violence. Mais toi, je voudrais pas surpris, vous condamnez oui ou non? Je ne suis pas surpris qu'il y ait un regain de violence. Vous condamnez oui ou non? Samuel Mout, permettez qu'il aille jusqu'au bout. À ce que je sache, M. Achou n'est pas aussi le terrain en train d'enlever les gens. Condamné. Donc vous ne faites pas de M. Achou votre fusil d'épaule. Donc condamné, M. Achou. J'ai dit une chose clairement. Si les choses étaient, parce que j'entends M. Mout dire qu'en démocratie, il n'y a pas de démocratie en guerre. En temps de guerre, il n'y a pas de démocratie. On est en plein temps de guerre.
Donc choisissez, ou bien vous voulez faire la guerre. La démocratie permet d'éviter la guerre, mais ça choue. Ou bien vous voulez faire la démocratie. Si c'est la démocratie, pacifiez tout, faites les élections en temps de paix. Il n'y a pas d'élection en temps de guerre. Donc on est en temps de guerre, mais vous voulez continuer à faire la démocratie. C'est ça qui nous amène. C'est ça qui nous amène à dire que le moment ne se prépare au jeu démocratique, puisqu'il y a insécurité vibrant partout. Vous voulez que je condamne? Que je condamne quoi? Les enlèvements? La prise d'armes. Je le fais, s'il vous plaît, je le fais depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui, monsieur, ce n'est pas à votre invitation. Je le fais depuis des années. Très bien. Depuis des années, je le fais ici et je demande que le gouvernement règle cette situation. Je dis au gouvernement que la solution militaire n'est pas la bonne. Asseyons-nous. Ce que le gouvernement n'a pas été capable de faire il y a 3 ans, vous croyez que c'est en quelques jours qu'ils vont réussir à faire revenir la sécurité? Et pour ce processus électoral à venir, Edmond Kamgia, 700 gendarmes ont été déployés, 350 dans le nord-ouest, 350 dans le sud-ouest. Depuis le début de cette semaine, ils ont quadrillent déjà les principales villes du nord-ouest et sud-ouest. Comment appréciez-vous ce déploiement sécuritaire à la suite de l'annonce faite dans le discours du chef de l'État? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais faire observer déjà que avant la convocation du corps électoral pour les législatives et les municipales, il y avait déjà des enlèvements, des arrestations qui ne concernaient pas seulement les militants du SDF. Très bien. Ces enlèvements concernaient particulièrement, les autorités administratives, les militants du RDPC. Je dis bien avant la convocation du corps électoral. Du début de la crise à la convocation du corps électoral, beaucoup de militants du RDPC ont été enlevés et même tués. On pourrait donner des noms des militants cadres du parti dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Il y a eu également des autorités administratives, dont des sous-préfets, dont il y en a un qui a disparu. On ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Je dis avant la convocation du corps électoral. Les militants du RDPC. Du RDPC, oui, j'ai dit du RDPC. Namata. Oui, tout à fait. Non, nous sommes dans les faits. Pour dire qu'il n'y a pas eu, depuis le début de la crise, que des militants du RDPC qui ont été enlevés et kidnappés. Du SDF. Du SDF, pardon, du SDF. Donc au départ, c'était les autorités administratives, dont un sous-préfet qui a disparu, alors qu'il préparait le défilé du 11 février. Pratiquement à quelques heures, il avait été enlevé, tué. On ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu. Et dans le cas d'espèce, il y a eu également d'autres militants du RDPC. Maintenant, cette précision est importante pour situer, pour dater historiquement qu'il n'y a pas eu dans le cas de la crise anglophone que des arrestations, que des enlèvements concernant uniquement des militants du SDF. Depuis la convocation du corps électoral. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est depuis la convocation du corps électoral qu'on a assisté à un changement. Il faut faire cette précision. Cette précision a été faite. Voilà. C'est par là que j'ai commencé d'ailleurs. Okay. Maintenant, on constate que le chef de l'État a décidé de mettre en œuvre une mesure qu'il a annoncée le 31 décembre dans son discours. Il disait que si c'était nécessaire, il envisagerait la possibilité, pour que le vote des électeurs dans le nord-ouest et le sud-ouest soit respecté, à envoyer des soldats. Et c'est ce qu'il a fait. On a vu 350 gendarmes arriver dans le nord-ouest et 350 gendarmes arriver également dans le sud-ouest. Officiellement, leur mission, c'est effectivement de s'assurer que d'ici le 9 février, les conditions seront réunies pour que les électeurs qui seraient encore dans le nord-ouest et le sud-ouest puissent voter normalement. Je dis bien, c'est la mission officielle. Mais depuis un certain temps, nous nous posons des questions à la lumière de ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'en dehors des gendarmes qui ont été envoyés sur le terrain, on sait qu'il y a des soldats qui sont envoyés sur le terrain, mais dont on ne donne pas, mais dont on n'annonce pas le chiffre. Ça, c'est d'un de deux. On assiste à la réaction des ambazoniens sur le terrain, qui ont déjà annoncé des villes mortes, des ghost towns, des lockdowns, et qui disent qu'entre le 7 février et le 10 février, s'ils voient un électeur ou un citoyen sorti dans la rue, il sera considéré comme un ennemi. Et tout cela nous amène à penser que la situation que l'on croyait pouvoir être résolue sur le plan sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest en envoyant des contingents de gendarmes risque de connaître une déflagration
en tout cas, la situation de terreur qui est annoncée d'ici l'élection, d'ici les élections du 9 février, n'augure rien de bon dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pour dire qu'en réalité, le chef de l'État a appliqué la mesure qu'il a annoncée. Mais est-ce que cette mesure sera de nature à apporter la paix que nous attendons dans le nord-ouest? Est-ce que les électeurs du nord-ouest et du sud-ouest vont effectivement voter? Où sont-ils? Les électeurs du nord-ouest et du sud-ouest, ils sont plus de 800 000 du nord-ouest et du sud-ouest qui sont dans les chiffres des camps inscrits. Mais nous savons que pratiquement le même nombre se retrouve déplacé dans les 8 régions francophones. Finalement, qui va voter dans le nord-ouest, qui va voter dans le sud-ouest? Est-ce que ce seront finalement les gendarmes et les soldats qu'on envoie sur le terrain qui vont voter? Parce que des gens se posent des questions. Donc, pour dire en fait que la situation qui provoque sur le terrain, depuis que les gendarmes sont descendus sur le terrain et jusqu'aux élections, nous avons vraiment du mal à croire que les choses vont s'arranger. Après vous, j'aimerais avoir votre réaction, Maître Désiré Sikati. Le président de la République, Paul Biya, a annoncé des mesures sécuritaires spéciales pour ce processus électoral dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, alors que vous indiquiez qu'il y a une insécurité grandissante. Le chef de l'État déploie un contingent de 700 gendarmes pour ces 2 régions afin de sécuriser le processus électoral, à savoir la campagne électorale, et permettre aux populations de voter en toute sécurité. Pour vous, c'est rassurant? Mais ça aurait été rassurant au cas où j'étais sûr qu'il est possible de mettre un militaire ou bien une force de maintien de l'ordre derrière chaque électeur dans le nozo, de l'accompagner de son domicile jusqu'au bureau de vote pour voter. Et même si c'était le cas, je me pose la question de savoir, dans ce genre de circonstances, après avoir voté, comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que les gens qui sont allés voter contre le mot d'ordre des forces sécessionnistes vont avoir la quiétude, vont vivre normalement? Et c'est là où j'estime qu'il faut quand même aller un peu au-delà du sentiment qui semble partagé entre le RDPC et le SDF, c'est-à-dire le sentiment d'indignation. En ce qui me concerne, il faut plutôt exprimer un sentiment de frustration. Parce que j'ai du mal à comprendre que l'on veuille organiser des élections dans une zone de guerre. Quand je regarde l'architecture du monde, c'est-à-dire toutes les zones de conflit que le monde a connues pratiquement depuis l'avènement de la démocratie dans tous les pays du monde où la démocratie existe, je dois avouer que j'ai du mal à voir un seul pays qui a réussi à organiser des élections dans une zone de guerre. À ce que je sache, pour organiser des élections dans une zone de guerre, la première chose, c'est de pacifier. Et on pacifie comment? On pacifie par un accord de cessez-le-feu qui permet d'arrêter la guerre et de permettre aussi, le cas échéant, que les élections se tiennent. Et dans ce cas, les élections doivent se tenir de façon consensuelle. Donc, moi, j'ai plutôt le sentiment que le régime est en train d'utiliser cet argument électoral pour minimiser la crise anglophone, pour diluer la crise anglophone, pour donner l'impression que la crise anglophone est terminée, qu'il contrôle la quasi-totalité du Nord-Ouest, alors que nous savons très bien que, à partir de ce que nous avons vu lors de l'élection présidentielle de 2018, que pratiquement 95% de la population électorale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a pas participé à l'élection. Et en dépit de tout ce qui est présenté chaque jour comme étant les gages d'un retour à la paix, on voit très bien que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent de partir de leur région d'origine, soit pour des pays environnants, mais également pour d'autres territoires, du moins les autres régions du Cameroun. Donc, il faut être capable de reconnaître que on est encore dans un contexte de guerre, et si vous décidez d'organiser les élections dans un contexte de guerre, ça veut dire que vous avez décidé d'imposer une certaine orientation politique en face d'un groupe de belligérants qui ne va forcément pas accepter ça de cette façon. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je ne pense pas, il ne faut pas rentrer dans la négation de la vérité, dans la négation des évidences. Parce que il faut quand même être un peu barjot pour croire que ces élections auraient pu se dérouler, ou bien peuvent se dérouler normalement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais malgré les velléités d'insécurité, le gouvernement estime que la situation s'améliore dans les principales villes.
du sud-ouest et quelques villes dans le nord-ouest. Cet Oui, optimisme-là peut-il moi, je dis- permettre d'aller vers des élections? Mais en même temps, c'est vous qui étiez en train de dire que le gouvernement a envoyé 750 gendarmes. Je ne sais pas si c'est 750 gendarmes. En tout cas, a envoyé 700 pratiquement gendarmes, un contingent de militaires. Donc, j'estime que si la situation était, s'il y avait la paix, on n'aurait pas besoin d'envoyer davantage de militaires lorsqu'on sait déjà que sur le terrain des combats, il y a déjà des bataillons, des multiples bataillons de différents corps d'armée du Cameroun qui sont là-bas en train de se battre contre les forces sécessionnistes. Donc maintenant, je pense aussi que la politique de la victimisation n'est pas une attitude que l'on doit avoir, parce que quand j'écoute le SDF essayer de justifier ce qui arrive à certains de ces militants ou bien de ces candidats, par le fait que ce serait un coup fourré du RDPC, mais moi j'ai envie de dire que lorsqu'on se met dans la posture d'un parti d'opposition, c'est-à-dire dans la posture d'un contre-pouvoir, ça veut tout simplement dire qu'on s'engage à dénoncer de façon permanente toutes les initiatives politiques prises par le régime et qui sont en contradiction avec l'idéologie politique du parti contre-pouvoir. Maintenant, si vous avez un régime qui utilise une élection pour diluer une crise dont vous, au SDF, vous estimez solidaire, mais attendez, ne soyez pas surpris que ceux que vous prétendez défendre, dont je n'approuve pas les méthodes, bien sûr, mais que ceux-là se sentent aussi trahis. C'est-à-dire, vous dites une chose, vous faites le contraire. Moi, j'estime, et mon parti le pense, que cette élection est une véritable mascarade. Parce qu'il faut donner l'impression à la communauté nationale qu'on a repris la main au nord-ouest et au sud-ouest, et l'élection est un véritable paravent par lequel on peut passer. À côté de ça aussi, il faut rentrer dans une sorte de stratégie d'imposture vis-à-vis de la communauté internationale qui continue de crier et de dire qu'on ne peut pas régler la crise anglophone par la guerre. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut garder de la mesure. Il faut garder de la mesure et être capable de se dire que le Cameroun est notre patrie. À nous tous. Le Cameroun, c'est notre pays. On ne peut pas avoir un autre pays. Moi, j'en ai un seul. Mais ce sentiment de patriotisme-là, à un certain moment, il faut aussi que les camarades politiques de M. Mott se disent que le Cameroun doit se mettre au-dessus de leur pouvoir, qu'ils veulent à tout prix sacraliser et éterniser. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le règlement de la crise anglophone par un véritable dialogue va faire en sorte que ce dialogue-là débouche sur d'autres opportunités politiques. Et ces opportunités politiques-là seront importante et intéressante pour toute la communauté politique nationale. Et ça fera aussi en sorte que l'on puisse avoir dans notre pays des élections qui sont libres et transparentes. Et à ce moment, le régime RDPC sait que dans un pareil contexte, il sera difficile pour lui de gagner les élections. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de rentrer dans cette esbrouffe, instrumentaliser la crise anglophone à des fins. Mais c'est de ça qu'il s'agit, instrumentaliser. Je peux même vous le dire, si vous rapprochez, c'est un cadre du RDPC, parce que nous-mêmes qui faisons la politique, même si on est dans l'opposition, je peux vous dire que lorsqu'on est en aparté, on discute avec tout le monde, même avec certains dignitaires du régime. Au sein de ce régime, il y en a plusieurs qui sont contents de cette crise anglophone et qui auraient même souhaité qu'elle s'éternise. Parce que ça devient un véritable gage de se maintenir au pouvoir. Ça devient un gage pécuniaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le business de la guerre, le business de la crise anglophone. Quand vous voyez l'action humanitaire gouvernementale, ne pensez pas que certains le font seulement parce qu'ils le veulent. Ils aiment trop, ils ont ce sentiment de concitoyenneté vis-à-vis des autres populations de la communauté anglophone. Mais il y en a certains qui le font parce qu'en allant là-bas pour faire des dons, encore que les dons ne viennent pas de leur poche, parce que ce n'est pas eux qui financent. Ils reçoivent de l'argent pour acheter ces dons à les donner. Mais vous pouvez imaginer un peu que sur le chemin, c'est eux qui disent souvent qu'on ne peut pas distribuer le miel et ne pas se lécher le doigt. Donc voilà un peu ça. Donc, et dans les rangs du RDPC, Samuel, le journal de Guardian Post estime qu'il y a des militants RDPC dans le nord-ouest qui estiment que le chef de l'État doit demander pardon pour avoir déclaré la guerre dans ces régions du nord-ouest et sud-ouest et retirer les troupes militaires pour apaiser les tensions dans ces deux régions à l'approche des élections législatives municipales. Mais le président de la République a choisi plutôt de renforcer le dispositif sécuritaire. Est-ce que cela traduit réellement qu'il y a une sécurité criarde et qui pourrait impacter sur le processus électoral d'ici le 25 janvier, date de l'ouverture de la campagne électorale? Soyez responsables dans tout ce que nous faisons au quotidien, parce que très souvent, à ce niveau de responsabilité, on peut remettre en cause la paix sociale, on peut mettre en danger la vie des concitoyens. Et moi, je ne suis pas très frileux, très friand de déclarations alambiquées à l'emporte-pièce qui seraient formulées par des gens
que vous semblez avoir identifié. Mais si c'est vraiment des militants de RDPC, ils connaissent la hiérarchie du parti, ils s'adresseraient dans un premier temps à leur président de section, qui pourrait se référer éventuellement au comité central. Non, rassurez-vous, je ne parle pas de vous. Non, je ne parlais pas de vous non plus. Je répondais à une question qui a été posée par Cédric Nopulé. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Comme pour dire effectivement qu'il faut être responsable pour pouvoir formuler ce genre d'avis. Maître Sikati a dit tout à l'heure, effectivement, il paraît que cette crise arrangerait pas mal de gens de RDPC. Il a tenu à préciser, alors qu'il n'a pas encore reçu une interpellation de ma part en disant qu'il n'était pas concerné, très bien, mais il voudrait également qu'il mette en lumière ce genre de personnes. Mais en fait, dans cette affirmation qu'il fait, il avoue de manière claire et nette qu'effectivement, un certain nombre de leaders, notamment des partis d'opposition, en ont fait un enjeu de pouvoir. Le fait qu'il y ait crise dans la zone anglophone, et c'est bien ce que nous pensons depuis. Et c'est pour cette raison-là, encore une dernière fois, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Parce que ce n'est pas un jeu, la politique. La politique a pour but, effectivement, de faire en sorte qu'à l'intérieur d'une société, que l'on puisse être en harmonie, de telle manière à éviter des incidents. Parce que très souvent, quand il y a des incidents qui commencent, on ne sait pas très bien là où ils s'arrêtent. J'ai entendu tout à l'heure Edmond Kamga utiliser un certain nombre de mots tels que interpeller. Dans une république, dans une nation, le pouvoir d'interpellation est de l'ordre de la police. Tout au moins quand on envisage ce cadre-là où on peut restreindre le mouvement des hommes. C'est quand il y a des groupes armés qui se forment à l'intérieur d'une zone géographique, ils kidnappent, ils n'interpellent pas. L'interpellation, c'est la police qui interpelle. De même que, et là également, il crée l'amalgame en pensant qu'à travers ce propos, il va déstabiliser un cadre de ce que je suis. Vous ne vous trompez pas de parler. Cette crise, nous avons intérêt, à l'intérieur de la République, de faire en sorte qu'il y a une harmonie qui règne entre les citoyens, parce qu'à partir du moment où on commence à faire le désordre, tout est possible. Effectivement, quand on dit tout est possible, il vous dit que ce n'est pas les ambazoniens. Je ne savais pas que les ambazoniens avaient une identité qui leur était reconnue aujourd'hui. À travers les ambazoniens aujourd'hui, ceux qui se revendiquent de ces groupuscules-là, il y a des gens effectivement qui vous organisent en bande armée et chaque fois qu'ils ont commis un forfait quelque part, ils disent vive l'Ambazonie. Et dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas dire non, ce n'est pas des ambazoniens, c'est certainement les programmes des RDPC. Admettons même que ce soit le cas. C'est parce que tout simplement, il y a eu un flou qui a été créé quelque part. Et le flou, on ne sait jamais à qui ça profite. Quand il dit effectivement il y a une économie de guerre partout, d'ailleurs c'est connu, que lorsqu'il y a, ça crée des effets d'aubaine. Ça crée des effets d'aubaine en disant, à partir du moment où il y a des incidents, je pourrais bien en profiter. Et dans ce que je pourrais bien en profiter, c'est les hommes publics que nous sommes, c'est les pouvoirs publics qui sont en gouvernance, qui doivent dire à partir de ce moment-là, ce jeu-là est terminé. Or, vous voyez très bien qu'ils veulent encore prendre là, pour pouvoir dire, à partir du moment où il y a quand même ces troubles, non, il faudra mieux éviter une période centrale dans la vie d'une démocratie, qui est celui de l'élection. Non, on tous les prix. Le renforcement du dispositif sécuritaire est la solution pour qu'une campagne électorale se déroule. Le président de la République a donné l'assurance nécessaire que les gens qui iront voter le 9 février seront en sécurité. Bien entendu, nous sommes dans un État républicain, on ne contraint personne à aller voter. Le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. On leur donne des espaces nécessaires pour pouvoir exprimer leur opinion. Mais encore une dernière fois, admettons que nous soyons si minoritaires au nord et au sud-ouest. Quel avantage, quel intérêt on aurait à déployer les moyens de l'État pour pouvoir dire on va mobiliser les opposants pour qu'ils puissent voter pour nous. Nous admettons que dans une zone géographique également, nous pouvons courir le risque de perdre une élection. Le devoir de l'État, qui est d'ordre régalien, est de dire tout simplement, nonobstant vos avis que vous avez, parce qu'il paraît quand même qu'il y a une majorité qui est contre nous. Quel intérêt nous avons à pouvoir dire, il va falloir qu'on vote au nord et au sud-ouest? Ce serait dangereux pour nous de mobiliser, ce serait dangereux pour le RDPC de mobiliser l'ensemble. C'était dangereux pour le RDPC de mobiliser les opposants du monde entier pour pouvoir dire on vous invite aux urnes. Mais effectivement, nous pouvons perdre une élection quelque part. Mais il est de notre devoir de faire en sorte que cette période démocratique-là puisse être déployée dans la sécurité et dans la sérénité absolue. Et l'un des partis politiques justement qui est engagé dans cette compétition électorale dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le SDF. Jean-Robert Wafo, 700 gendarmes déployés à la fois au nord-ouest et au sud-ouest
Cela vous rassure-t-il? Vos camarades seront enfin rassurés qu'ils pourront battre campagne dans ces conditions avec la présence de ces gendarmes? Le SDF n'a eu de cesse de dire que le jour qu'on prononcera que Yaoundé actera le fédéralisme, la paix reviendra aussi rapidement dans ces deux régions. Nous n'avons eu de cesse de le dire. Et avant de continuer, j'aimerais dire à M. Mott, dès le départ, le SDF a été clair. Ce ne sont pas nos copains. Ce ne sont pas nos copains. Vos copains. Vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement. Je dis donc ceci. Dès le départ, et d'ailleurs c'est inscrit dans les statuts du SDF, nous sommes pour le fédéralisme. Et dès le déclenchement de la crise, le SDF a reprécisé qu'il est pour le fédéralisme et qu'il est contre la sécession qui est par ailleurs à proscrire. C'est clair et net. C'est mentionné, c'est écrit, ça a été dit au cours de nos prises de position publiques. Alors, on ne peut pas être copain avec ceux qui veulent la sécession alors que vous ne voulez pas la sécession. Donc, il faut que ce soit assez clair. C'est du basique, c'est du logique. Et puis, vous avez demandé 700 personnes. Est-ce qu'ils peuvent ramener donc la sécurité là-bas? Il n'appartient pas au SDF, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une mission régalienne qui incombe à l'État. Dans la Constitution, il est clairement inscrit que l'État assure la protection des biens et des personnes. Alors, le SDF n'a pas vocation à se substituer à l'État. C'est d'autant plus que le SDF ne gouverne pas. C'est Yaoundé qui détient tous les leviers. C'est des questions que vous devez poser à Yaoundé. Mais sur la stratégie mise en place, parce que vous êtes quand même en compétition dans ces deux régions. Oui, mais ce sont vos militants qui sont pris pour cible. Oui, alors, sur ce que l'État, le gouvernement, l'administration publique camerounaise a décidé de mettre sur pied une stratégie de sécurisation de ces deux régions, est-ce que pour vous, elle vous rassure en tant qu'acteur politique prenant part à ce processus électoral? D'abord, je tiens à rappeler que ceux qui démissionnent, entre guillemets, parce que c'est sous contrainte et par instinct de suivi, je l'ai toujours dit, c'est des militants du SDF, ils ont constitué leur dossier volontairement. C'est la raison pour laquelle ils sont sur des listes. On ne l'a pas fait au hasard. Et c'est clair, quand on est en face des bandes armées, et ils ont des armes là devant vous, il faut être un extraterrestre pour ne pas obéir à ce qu'ils disent. C'est clair, donc nos militants, c'est nos soldats de la démocratie, parce que nous sommes encore dans un front jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le pays soit libéré donc de ceux qui nous gouvernent. Il est tout à fait normal que, et nous les comprenons, ils le font par instinct de suivi, nous ne voulons pas les voir morts. Parce qu'en stratégie militaire comme en stratégie politique, un soldat mort, c'est un soldat inutile. Vous avez compris, M. Mott, nous les comprenons. Et nous leur demandons tout simplement d'être prudents. Et en même temps, jusqu'au moment où je parle, il faut que ce soit clair que nous n'avons pas encore retiré nos listes. Mais le SDF observe ce que l'État est en train donc de déployer. Le SDF ne saurait se substituer à l'État, comme je l'ai dit. Le SDF reste attentif. Le SDF avisera en tant que de besoin, n'est-ce pas, s'il y a une position nouvelle ou pas. Et maintenant, j'ai entendu Maître Sikati indexer le SDF. Je n'indexerai pas le MRC. Non, je ne l'ai pas indexé. Parce que j'estime que le MRC et le SDF ont un adversaire commun. Je n'ai pas indexé. Nous avons un adversaire commun. C'est le RDPC. Et ça, il faut que ce soit dit ici. Autant vous avez choisi, n'est-ce pas, de ne pas participer à ces élections, position que je respecte et que je peux par ailleurs questionner, autant nous avons dit, ok, nous allons au sein des institutions, n'est-ce pas, pour effectivement batailler à l'intérieur, ce qui n'exclut pas, n'est-ce pas, le combat qui se passe à l'extérieur. Parce que nous serons aussi partie prenante, mais tout en étant dans les institutions. Parce que prenons le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous rappelle qu'à l'élection présidentielle, la circonscription était unique. C'est le territoire national. Nous avons estimé que ne pas déposer des listes, également là-bas, c'est nous empêcher de contester même au sein d'une institution, de deux institutions qu'on appelle le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne donc les législatives et la Chambre administrative de la Cour suprême pour ce qui concerne les municipales. Parce que pour contester, il faut avoir intérêt et qualité. Quand vous ne vous présentez pas, si vous avez dit que vous ne pouvez pas contester. Donc,
On est pratiquement dans le même combat. Mais sauf que vous avez décidé que, ok, vous allez le mener de l'extérieur, c'est-à-dire que hors des institutions, mais nous disons, nous le faisons. Et dans les institutions, ce qui ne nous empêche pas de mener le combat à l'extérieur, donc hors de ces institutions. Et puis je vais dire une chose, monsieur Cédric Noufélé. Il y a deux logiques de prise de pouvoir. Je dis bien deux logiques. Il y a la logique institutionnelle qui consiste, n'est-ce pas, à participer, donc à être au sein des institutions et à faire bouger les lignes et à faire et à porter sa voix au sein de ces institutions. Il y a la logique institutionnelle. La logique institutionnelle a deux options. Insurrectionnelle. La logique insurrectionnelle a deux options. Ou c'est la prise d'armes. Le SDF, de par l'article 3 alinéa de ses statuts, a clairement mentionné qu'il prendra le pouvoir par voie démocratique. Ce qui fait que pour l'instant, je dis bien pour le moment, le SDF évacue la voie de la prise de pouvoir par les armes. Et il y a la deuxième option qui est que le peuple aille dans la rue, se mobilise suffisamment, n'est-ce pas, au point d'arriver aux portes du palais pour déloger ceux qui dérangent. Or, nous sommes d'accord que le peuple doit se mobiliser. Mais avons-nous pour l'instant les moyens? C'est fort questionnable. En attendant donc d'avoir des moyens, nous, au SDF, nous avons choisi d'opter pour les deux voies et aller au sein des institutions faire bouger les lignes et mettre tout en œuvre pour que effectivement le peuple reprenne conscience et sache qu'il doit prendre son destin en main. Alors, voilà donc la démarche du SDF. Elle est comprise. Après vous, j'aimerais juste à côté de vous avoir Maître Emmanuel Achou sur ce dispositif sécuritaire qui se renforce au moment où le corps diplomatique accrédité au Cameroun dit qu'il attend de voir des progrès rapides dans la voie de la paix. Le doyen du corps diplomatique l'a fait savoir au chef de l'État lors de la présentation des vœux. Nous attendons de voir des progrès rapides dans la voie de la paix, même si quelques acteurs de la crise n'étaient pas présents au grand dialogue national. Il n'y a pas de doute que l'esprit du dialogue va continuer de façon à pacifier le Cameroun. Comment appréciez-vous cette sortie de la communauté internationale représentée par le doyen des diplomates accrédités au Cameroun, qui a tenu à relever devant le président de la République que quelques acteurs n'étaient pas présents à ce grand dialogue national et qu'ils espèrent que l'esprit du dialogue va continuer de façon à pacifier le Cameroun, la communauté internationale qui attend des progrès rapides pour une sortie de crise. Et le gouvernement choisit, lui, de renforcer le dispositif sécuritaire. Comment analysez-vous ces prises de position? Merci Cédric. Je dois dire qu'il faut faire attention avec ce que nous voyons. La gendarmerie est une force de deuxième catégorie. Donc quand nous parlons de renforcement du dispositif sécuritaire, il faut qu'on se rappelle que la gendarmerie est d'abord une force de maintien de l'ordre. Donc ce n'est que de manière accessoire qu'elle est force militaire. Donc elle est d'abord une force de maintien de l'ordre. Donc quand je vois l'envoi de 700 gendarmes, ça veut dire que le gouvernement est beaucoup plus penché vers le maintien de l'ordre, c'est-à-dire vers la pacification des endroits où on va avoir des élections, en envoyant des gendarmes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de militarisation. Il y a militarisation. Et je voulais aller dans le même sens que Edmond, qui a dit que nous voyons les militaires monter, mais on ne nous dit pas le nombre. Dans le Libya, les mois, on a compté 50 camions qu'on a envoyés, mais on ne nous dit pas le nombre de militaires. Il y a effectivement militarisation de la zone. Mais il faudra que, comme dans le cas des gendarmes, le gouvernement nous donne le chiffre des militaires envoyés. Parce que le président n'en a pas fait un secret. Il a dit, s'il y a besoin, je vais envoyer. Et on a vu les gendarmes, les militaires monter. Mais moi, je ne veux pas dire que c'est l'envoi des gendarmes qui est l'augmentation de la sécurisation. Non, c'est l'envoi des billes, des militaires même puissants, qui constitue, n'est-ce pas, cette militarisation accrue. Donc maintenant, pour le doyen des diplomates, c'est tout à fait normal. Parce que, vous vous rappelez, le jour où le chef d'État faisait son discours, nous étions ici, moi j'ai dit, tout le monde au Cameroun s'attendait à ce que le président emprunte la voie de la pacification. Mais nous n'avons pas vu, on a vu plutôt, oh, je vais faire. Genre, mais ce n'est pas possible. On attend la paix, nous sommes fatigués de la guerre. On est fatigués.
fallait pas la commencer. Et c'est lui qui l'a commencé. Comme vous l'avez si bien dit, c'est lui qui l'a commencé. Donc, vous faites bien de dire qu'il ne fallait pas qu'il la commence. Alors, j'ai dit donc que tout le monde, tant les Camerounais que la communauté internationale, est fatiguée. Rappelez-vous des propos de M. Gutiérrez aux Nations Unies. Il avait dit, nous sommes fatigués de ce Cameroun. Il faut que cette crise cesse. Donc, l'esprit qu'on avait annoncé pour le grand dialogue, ou au grand monologue, ou ce que vous voulez, c'était un esprit de pacification. Mais après cette histoire-là, on ne voit plus de pacification, on voit plutôt le va-t-en-guerre, le jusqu'au boutisme. Est-ce que c'est ça qui peut ramener la paix et la solution aux multiples crises sociales que nous avons ici? Nous pensons que le doyen de la diplomatie a raison de dire en face, en fonction de ce qu'il voit en face, de dire que non, il faut que le gouvernement fasse mieux qu'augmenter le nombre de militaires, que dire, que de prononcer des propos allant vers la militarisation. Parce que si le gouvernement avait fait un pas vers la pacification, ça pouvait amener beaucoup d'autres à déposer les armes. Mais c'est totalement irresponsable ce que vous faites. Je l'ai dit ici, là, le jour où le président a fait son discours. J'ai dit que si ce président aimait le Cameroun, il fallait que lui-même retourne au fédéralisme. Monsieur Wafo, vous n'êtes pas seul à vouloir le fédéralisme dans ce pays. Je l'ai dit que si ce président et les députés qui sont à l'Assemblée aiment ce pays, il faut qu'eux-mêmes rentrent au fédéralisme sans que cela soit imposé par l'extérieur. En réponse aux propos du doyen des diplomates, le président de la République du Cameroun a déclaré que le statut spécial des régions du nord-ouest et sud-ouest répond amplement aux aspirations des populations qui y vivent. Bon, vous savez, j'ai suivi un représentant du RDPC lors de l'une de vos émissions ici, là. C'était quoi la vérité en face? C'était Salaki, là. En bas, Salah. Quand on lui a demandé, il a dit, c'est un statut spécial local. C'est-à-dire pour les municipalités. Et il avait raison. Statut spécial municipal. Donc, quand on regarde les municipalités, voilà un statut spécial pour les municipalités. En quoi est-ce que permettre à certaines communes de pouvoir être constituées de temps en temps, constituer un statut spécial? Voilà tout. Parce que quand on parle de statut spécial, c'est rien que ces pouvoirs, ces dispositions qu'on a dit qu'ils pourront être constitués. Parce que quant aux deux prétendues chambres, ou deux prétendues chambrettes, c'est des chambrettes. C'est la même, ils sont la même chose que ce qui existe dans les 8 autres régions. C'est la même chose. Les chefs siègent, c'est la même chose. Donc, appelez House of Chiefs, vous n'inventez rien du tout, puisque les chefs siègent aussi dans les autres régions. Assemblée ou c'est des départements, quoi, là, je ne sais pas où vous allez chercher ça. C'est les conseillers municipaux. Le peuple n'élit personne pour aller là-bas comme représentant. C'est les conseillers. Donc, où est la différence? J'ai dit donc que le chef de l'État, peut-être qu'il pensait à un autre pays, peut-être le Cameroun après l'an 2000, dit que cette histoire-là répond amplement. Normalement, dans ce pays, lorsqu'il y a un événement, nous voyons des populations réagir. Surtout le RDPC. Ils réagissent toujours en descendant dans la rue avec les drapeaux pour marcher, pour dire marche de soutien. Il y en a eu combien? Vous avez marché, combien de vos militants ont marché pour soutenir le statut spécial? Vous voyez que même le RDPC, même les militants du RDPC désapprouvent. Parce que personne de vote n'a marché pour dire que c'est une bonne chose. Je n'ai même pas entendu encore dans une seule ville du côté anglophone, quelqu'un prend la parole pour dire félicitations. Même ceux qui s'étaient mis à genoux pour demander au peuple d'accepter, après quand c'est passé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, vous voyez que vraiment le discours du chef d'État n'est pas en phase avec ce que pense le peuple. Alors après vous, Edmond Kamgia, sur ce doyen d'âge, doyen des diplomates accrédités au Cameroun, qui insiste sur le fait qu'il faut, la communauté internationale attend des progrès rapides pour une sortie de crise. Il a souligné le fait qu'il y a quelques acteurs qui étaient absents lors de ce grand dialogue national et espère que l'esprit du dialogue va continuer au Cameroun de manière à arriver à une pacification
de ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment analysez-vous cette attitude, cette prise de position de la communauté internationale lors de la présentation des vœux au chef de l'État, Paul Biya? Le doyen du corps diplomatique est dans son rôle. Il se fait en réalité le porte-parole des ambassadeurs et des organisations internationales accréditées à Yaoundé. En fait, il est le reflet du consensus des positions prises par les missions diplomatiques accréditées à Yaoundé. Et en cela, son discours reflète la pensée des pays amis qui sont basés à Yaoundé à travers leurs ambassades. Et sur le fond, nous pensons que le corps diplomatique, à travers son doyen, a transmis un bon message au chef de l'État. Bon message parce que on voit bien dans le développement du discours du doyen du corps diplomatique qu'il maîtrise très bien la situation sociopolitique du Cameroun, et par rapport au grand dialogue national, ils se sont fait le reflet effectivement de la pensée commune des diplomates, des missions diplomatiques. Vous savez, il y a certains pays, dont la France, qui ont ouvertement pris position en faveur de la décentralisation. Il y a d'autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont ouvertement pris position en faveur du fédéralisme. Il y a d'autres pays amis qui sont restés plus ou moins neutres. Mais dans l'ensemble, quand le doyen diplomatique dit et exprime l'idée selon laquelle il faudrait que le dialogue soit plus inclusif et qu'il y ait plus d'efforts dans le sens d'aller vers les solutions justes et durables de la crise anglophone, je pense qu'il se fait véritablement le porte-parole des positions émises par les pays amis. Maintenant, pour la suite, nous parlons de la communauté internationale. Est-ce que le chef de l'État, jusqu'ici, a suffisamment pris le pouls des positions prises par la communauté internationale? Et je peux même dire ici que c'est une interpellation voilée de la communauté internationale à travers la position du corps diplomatique à l'endroit du chef de l'État. Une façon de l'inciter à aller en avant, d'aller plus loin par rapport au grand dialogue et aux recommandations dont certaines ont commencé à être mises en œuvre à travers le Parlement dans sa dernière session et l'Assemblée extraordinaire que nous avons également connue, avec la décision qui a été prise, n'est-ce pas, de conférer un statut spécial, un régime spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui, pour notre part, nous pensons que c'est largement insuffisant pour correspondre aux attentes profondes de nos concitoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que globalement, il faut le dire, nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui, si je m'en tiens au document de 400 pages qui a été préparé, rédigé à travers une démarche scientifique par le cardinal Christian Toumi et d'autres personnalités qui ont travaillé avec lui, les pasteurs presbytériens et musulmans, nous pensons que sur les trois grandes pistes ou positions de nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y en a qui veulent la poursuite effective de la décentralisation. Ils sont largement minoritaires. Il y en a qui veulent le retour au fédéralisme. Il y en a qui veulent tout simplement la sécession. Et dans ce document, il montre que du début de la crise, et j'allais dire presque à ce jour, au début, les sécessionnistes étaient minoritaires. Ceux qui étaient les plus nombreux, c'était les fédéralistes. Et ceux qui voulaient la décentralisation, qu'elle devienne effective, étaient également minoritaires. Mais plus on a avancé, on s'est rendu compte que les sécessionnistes sont devenus plus nombreux. Les populations se sont radicalisées à cause d'une sorte de mépris, de l'arrogance du pouvoir vis-à-vis des attentes réelles des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et notamment lorsque le chef de l'État a mis du temps avant de procéder à un arrêt de poursuite. Parce que si l'arrêt de poursuite, la dernière, avait pu avoir lieu peut-être quelques mois plus tôt, je pense que cette forme de radicalisation aurait peut-être baissé. Il y a une position des États-Unis qui a été exprimée à travers le secrétaire adjoint en charge des affaires africaines, secrétaire d'État adjoint américain en charge des affaires africaines, Tibor Nagui, qui a publié sur son compte Twitter une image où il a rencontré le président du MRC, Maurice Kamto. Et là, les États-Unis sont favorables à des élections pacifiques et à la médiation suisse pour sortir de la crise anglophone. Comment analysez-vous ces propos de Tibor Nagui?
Je ne pense pas que les propos tenus par Thibon Nagui soient différents de ceux qui ont été tenus par l'Union africaine notamment, par le secrétaire général des Nations Unies, par l'Angleterre et même par la Commission des Nations Unies en charge des droits de l'homme. Parce que toutes ces organisations-là ont à chaque moment demandé qu'il soit fait recours au dialogue et qu'il y ait un cessez-le-feu pour le règlement de la crise anglophone. Bon, à côté de ça, on a la médiation suisse. Il me semble que lorsque le grand dialogue national a été convoqué par le régime de Yaoundé, le MRC était celui qui, ou bien le parti qui demandait que ce dialogue soit conduit par un médiateur indépendant. Voilà, aujourd'hui, ce que l'Amérique est en train de demander à travers Thibon Nagui nous reconforte un peu dans ce que nous avions dit avant, c'est-à-dire le recours à la médiation suisse, en fait, c'est le recours à un médiateur indépendant. Et si vous regardez bien, même sur le plan national, après les résolutions du grand dialogue national, dont l'implémentation, au regard de ce que le régime de Yaoundé semble nous faire croire, a été concrétisée récemment par l'adoption du Code des collectivités territoriales décentralisées, mais tous les experts savent très bien que ce code ne vient pas apporter un certain changement ou bien une innovation par rapport aux revendications de la communauté anglophone. Lorsque on nous dit par exemple que le fait de doter les régions du nord-ouest et du sud-ouest d'un conseil régional ou bien un conseil régional composé de deux chambres, une chambre des représentants des conseillers municipaux et une chambre des chefs traditionnels. Moi j'ai envie de dire que ce n'est pas une innovation parce qu'en fait, si vous regardez la configuration des régions, par exemple dans la région du littoral, vous verrez que le conseil régional est composé et des chefs traditionnels et des représentants des conseillers municipaux. À la seule différence que ce conseil régional n'est pas divisé en deux chambres. Donc en fait, en même temps qu'on a deux chambres deux chambres composées de deux entités. Au nord-ouest, à Douala par exemple, dans le littoral, on a une seule chambre composée par les mêmes entités. Donc en fait, c'est ce que j'appelle toujours de l'esbrouf. Rien n'a changé. Quand vous regardez le régime financier qui est prévu dans le Code des collectivités territoriales, vous allez voir qu'en fait, ce régime est le même pour toutes les régions du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la procédure, par exemple, les procédures financières sont les mêmes pour les régions du nord-ouest, pour la région du sud-ouest, pour la région du littoral, par exemple. Il n'y a rien qui a changé. La seule innovation, c'est, je peux dire, cette chambre qui est divisée, la chambre régionale qui est divisée en deux parties au niveau de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, à côté de ça aussi, il faut quand même indiquer que lorsqu'on prend la dotation spéciale de la décentralisation qui est fixée à 15% du budget de l'État du Cameroun, et qu'on voit quand même que la plupart des revendications, parce qu'au départ, lorsque les avocats et les enseignants revendiquaient, c'est vrai qu'il y avait des revendications corporatistes, mais on sait très bien lorsqu'on rapproche les anglophones que les principales revendications sont de nature économique. La plupart estiment que les régions anglophones ne peuvent pas produire 16,3% du PIB du Cameroun, et en retour ne bénéficier que des menus frétés en termes de budget d'investissement public. Et quand vous prenez même la dotation spéciale de la décentralisation, qui en fait sera de 15% du budget de l'État du Cameroun, si vous divisez par le nombre de régions, vous vous rendez compte que chaque région se retrouve à 1 500 000 francs. Oui, vous allez voir que... Pas dotation. Oui, bon, disons les crédits transférés, mais vous allez voir qu'en fait, chaque région se retrouve à une dotation équivalente à 1,5%. Donc ça veut dire que le littoral à 1,5%, le nord-ouest à 1,5%, le sud-ouest à 1,5%. À la fin, il n'y a pas de différence. Donc je ne pense pas que... Et avec ça, on veut nous faire croire qu'il y a un statut spécial. Donc lorsque les Américains viennent nous dire ce que nous avons vu et que nous faisons semblant de ne pas voir parce qu'on a quand même un régime dominant au Cameroun qui joue aux aveugles, mais j'ai envie de dire qu'à un certain moment, il faut être capable de dire d'arrêter les sbroufs. Il faut être capable de dire d'arrêter les... La position américaine intervient après une rencontre entre le président du MRC et les responsables politiques de l'administration Trump. Donc on estime que c'est un désaveu pour le MRC qui s'était engagé à avoir des soutiens sur le plan international lorsque les États-Unis parlent d'élections pacifiques qui doivent se tenir au Cameroun. Comment interprétez-vous cela? Non, mais moi j'ai l'impression que certaines personnes regardent mais ne savent pas analyser. Quand les États-Unis parlent d'élections pacifiques, ça veut tout simplement dire qu'ils perçoivent que l'élection qui est programmée pour le 9 février
ne remplit pas les conditions de pacificité, en fait, c'est de paisibilité. C'est pas des élections crédibles. J'ai dit tout à l'heure, dans mon précédent propos, qu'il n'est pas possible d'organiser des élections en zone de guerre. Donc, ce que les États-Unis disent, pour moi, c'est une sorte de la palissade. Tout le monde sait ça. Ils disent exactement ce que l'Union européenne a dit. Ils disent ce que Michel Bachelet a dit. Il dit ce que l'Union africaine a dit. Il faut lire le rapport de l'Union africaine sur la situation sociopolitique au Cameroun. L'Union africaine dit bien que l'une des premières conditions pour organiser, pour mettre fin à la crise sociopolitique dans notre pays, eh bien, c'est un cessez-le-feu, un véritable dialogue qui implique toutes les parties. Ça, c'est le préalable avant de s'engager dans un quelconque processus électoral. Bon, maintenant, on voit très bien que le régime de Yaoundé est en train de renverser totalement ce qui devrait être fait dans une parfaite logique. À ce propos, Samuel Motte, sur cette démarche gouvernementale qui consiste à aller vers les élections alors que des tensions sécuritaires sont observées dans ces deux régions du Cameroun, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest, et au moment où le président de la République rassure la communauté internationale à travers les diplomates accrédités au Cameroun, il y a le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines qui publie sur son compte Twitter une image où il a rencontré le président du MRC et il fait savoir que les États-Unis restent engagés pour des élections pacifiques au Cameroun et réitèrent leur volonté de voir le Cameroun aller vers la médiation suisse pour mettre fin à cette crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Comment interprétez-vous et analysez-vous ces propos? Les propos, c'est un signe d'encouragement, un message d'encouragement à ce que le gouvernement fait jusque-là. Parce que quand vous dites élection pacifique, je ne dois pas dire que c'est une élection qui se passe nécessairement dans une zone où tout le monde s'entend très bien. Et on voit bien que quand on rentre dans le champ politique, les pots d'entente, les pots de discorde sont très nombreuses. Très souvent, on ne s'entend que péniblement. Mais quand on peut le faire effectivement dans le cadre de la paix, en respectant les règles républicaines, on peut considérer effectivement qu'une élection est pacifique. Et elle sera pacifique dans le littoral, elle sera pacifique dans le centre, elle sera tout autant dans le nord et sur le sud. Ce n'est pas parce qu'il y a effectivement des groupes armés qui se sont formés dans cette région-là qu'une fois que les électeurs qui auront pris leur décision d'aller voter auront voté, qu'elle va être une élection en période de guerre. Quand on dit également qu'une élection est pacifique, c'est à contrario par rapport à une élection qui se bouge vers un champ de guerre, champ dans lequel assez souvent le MRC a voulu nous déporter ces dernières années. Mais également, je voudrais aussi dire que je suis désespéré de voir que on attend depuis une longue période le MRC revenir dans le terrain des responsabilités. Parce que la République a besoin également des agents responsables. La République a besoin d'hommes d'honneur. Un homme d'honneur, quand il n'a pas réussi à faire sa part de mission, doit être à mesure de dire je n'ai pas été à mesure de le faire, au lieu de se débiner, de faire porter le chapeau à autrui. Et dans cette attente-là, dans le champ des responsabilités, il serait bien également que le MRC se décide à faire effectivement ce que les citoyens camerounais attendent d'une organisation politique. Une organisation politique, c'est l'article, c'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit. Le but d'une organisation politique, l'objet, c'est de concourir à l'expression du suffrage. De concourir à l'expression du suffrage. Et lorsqu'on n'a pas été en mesure de concourir à cette expression du suffrage, l'honneur voudrait effectivement que l'on dise à un moment donné, pendant tout au moins un laps de temps, je vais me taire pour pouvoir voir ce qui se passe autour de moi. Hein? Il ne sert à rien d'aller courir à gauche et à droite comme pile et l'essence en cherchant des soutiens. Les soutiens dans un univers démocratique, il est cherché à l'intérieur du corps social. Ce n'est pas en cherchant des appuis extérieurs. Parce que lorsqu'on a également cessé d'aller à gauche et à droite en pensant qu'il y aura un appui désespéré qui viendra de quelque part, quand cet appui-là n'est pas dans le ressort républicain et dans la cour sociale camerounaise, ce recours-là, un tel renfort, en mon sens, il serait contre nature. Et là également, par rapport à Maître Achou tout à l'heure, Maître Achou, ça ne sert à rien de jouer les oracles. Je pourrais également être en mesure de dire, oui, mais j'avais prévu qu'il y aurait une déluge au Cameroun. Très bien, le déluge est venu, ça veut dire que j'ai joué mon rôle. Notre rôle, effectivement, en tant qu'homme politique, c'est d'éviter qu'il y ait un déluge qui s'abatte sur le Cameroun.
Ce n'est pas le fait de dire parce que je l'avais prévu il y a 5 ou 6 ans, autrement dit, on se transformait en oiseau de mauvaise augure. Et je ne suis pas sûr que la démarche républicaine faudrait effectivement que l'on souhaite le mal à son propre pays. Il n'y a pas de raison. Dans le cadre de ce qui est revendiqué ici ou là, et des revendications, nous ne mettons pas tout le temps en épingle, qui reviennent du nord-ouest et du sud, ne sont pas les seules revendications que l'on peut exprimer dans le champ républicain, dans le champ démocratique. On le met on le met sur la table et autour de la table, on discute, on trouve une solution. Si vous envisagez, vous, une république où chaque fois qu'il y aura des groupes armés qui vont se lever quelque part, vous allez les dire aller négocier, vous allez passer tout votre temps à la négociation. L'État a également besoin de fermeté. Parce que tout à l'heure, vous allez également vouloir me prendre sur le champ de la militarisation. Non, effectivement, quand on donne une plage longue, elle a été très longue en ce qui concerne le nord et l'ouest, en disant qu'on peut discuter d'un certain nombre de revendications républicaines, une fois que la discussion est terminée, il faut également qu'on est en face. Samuel Camerounais pourrait vous opposer sur cette question. Après 3 ans de fermeté sur le théâtre de la crise anglophone, quels sont les résultats aujourd'hui? Parce que, contrairement aux études que l'on nous vend ici ou là, nous savons effectivement qu'il faut éviter des conflits de cette nature, parce que des conflits de cette nature-là ne peuvent trouver des solutions que dans la durée. Et Edmond Kambia a cité tout à l'heure les 400 pages du rapport du cardinal Christian Toumi. Il ne faut pas avoir la citation sélective, Edmond. Il faut également noter que Christian Toumi a reconnu, et ça également il faut le rappeler, qu'il y a de la calmie, il y a une amélioration. Ce qui veut dire également, quand je vous explique que l'ensemble des solutions s'inscrivent dans la durée, il faut considérer également que c'est dans la durée. Parce que, au-delà du conflit primaire qui s'énonce, il y a d'autres formes de conflits qui se greffent, il y a des intérêts qui se greffent, et donc il faudra prendre du temps pour cela. Nous considérons que, pour le moment, le Cameroun n'a pas éclaté, contrairement aux souhaits des uns et des autres. La République fédérale, si on peut discuter de la République fédérale, on le discutera dans le cadre d'un champ républicain. Qu'il faut également accentuer la décentralisation, c'est dans le cadre républicain. Je suis tout simplement au regret de constater que le MRC que j'ai en face de moi aujourd'hui, c'est de biner sur un processus électoral qui est suivi depuis des décennies par un certain nombre de partis, dont le SDF. Parce que le SDF sait effectivement que quand il faut appeler à voter, il faut appeler à voter. Mais encore une dernière fois, il ne faut pas être désagréable. Il faut être désagréable me concernant. Quand on n'a pas été en mesure de faire sa part de job, on se calme pendant un moment. Parce que on peut trouver des justificatifs ici ou là, des justifications ici ou là. Il est admis et il est reconnu que le MS n'est pas partie prenante à l'élection qui s'annonce parce qu'ils ont été incapables de faire des listes électorales. C'est compris. J'aimerais que Maître Achou réagisse sur cette sortie américaine avec en photo le président du MRC, Maurice Kamto, Tibor Nadji, sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, qui rappelle au Cameroun qu'il y a une médiation suisse qui existe depuis quelques années et qui attend la participation et l'engagement effectif du gouvernement camerounais, et il insiste sur des élections pacifiques. Comment analysez-vous cette prise de position dans ce contexte précis et au moment où le président de la République, lui, est en train de rassurer les diplomates accrédités au Cameroun sur les mesures politiques et autres mesures prises par son gouvernement pour pacifier ces régions? Oui, je pense que la sortie de M. Tibor Nadji n'est pas un désaveu de M. Kamto. Parce que Tibor Nadji dit il se prononce pour des élections pacifiques. Ce qui est le contre-pied de ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre des élections militarisées. Et le MRC a dit pas d'élection, je ne participerai pas aux élections tant qu'il n'y aura pas de paix. Donc je ne vois pas comment M. Kamto a été désavoué par Tibor Nadji. Tibor Nadji dit justement, nous sommes pour les élections pacifiques. En temps électoral, c'est les partis politiques conformant à la Constitution qui doivent concourir au suffrage, à l'expression du suffrage. Mais qu'est-ce que nous voyons là? On voit les blindés et les camions militaires qui concourent au suffrage. C'est les gens qui vont voter. Mais voilà, au lieu des partis politiques qui vont concourir, c'est plutôt les blindés et les camions militaires qui vont... Quel raccourci. Alors, vous voyez donc que j'ai dit que Tibor Nadji a parfaitement raison. Je pense qu'il y a
il est en phase avec ce que le MLC a demandé, les élections pacifiques. Parce que ce que nous allons vivre là ne sont pas des élections pacifiques. Alors, pour ce que monsieur Mott a dit tout à l'heure, Maître Achou aurait demandé, se serait prêté en oracle. Je ne sais pas si... je vous vois s'il vous plaît, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Je ne sais pas si avertir son peuple d'un danger imminent devient l'oracle. C'est vous qui le rappelez. Vous commencez à dire au groupe militarisé comme le but il a la parole. Je suis leader politique. Quand j'ai dit, voilà ce qui arrive, voilà ce qui se passe là. Si on ne fait pas attention, voilà ce qui va arriver. J'avertis mon peuple. Non. Et c'est de mon devoir. Je suis dans mon rôle d'homme politique lorsque j'avertis le peuple. Et des patriotes. Lorsque j'avertis mon peuple. N'empruntons pas cette voie. Vous me donnez la triste impression, M. Samuel Mott, que les Camerounais seront obligés d'attendre le départ de M. Biya pour avoir la paix. Ah, mais c'est ça justement. C'est la triste. Non, mais attendez, c'est impression que ce que je vous reproche, Maître Achou, c'est que pour vous, il n'y a pas d'enjeu politique que le départ du président de la République. Il y a d'autres enjeux dans la République. Et si vous voulez en faire un enjeu fondamental, je vous renvoie tout simplement au processus électoral. Voilà, vous me faites donc cette... Je vous en prie, ça me donne la parole. Allez-y. Voilà, il me donne la triste impression qu'il faudra que le Camerounais attende le départ de M. Biya pour avoir la paix. Le président de la République s'est présenté comme un mendiant de la paix. Oui, un mandat, mais tribune. Vous-même, vous voyez que le président de la République n'est pas à sa première contradiction. Il est mendiant de la paix, mais il fait la guerre. Il déclare la guerre. On lui impose la guerre. Non, il a déclaré la guerre. On lui impose la guerre, maître. On vous a rappelé ici qu'il y a un militant du RDPC qui a dit dans le Guardian Post que son président doit demander pardon. Vous êtes vraiment sérieux? Non, mais... Vous êtes vraiment sérieux? Cédric, vous lui avez rappelé. Donnez-moi son nom. Maître Achou, donnez-moi son nom. Je vous en prie, monsieur. Avançons dans le débat. C'est le journaliste qui a posé la question. Samuel Mott et Maître Achou, avançons dans le débat et permettons à Jean-Robert Wafo de pouvoir s'exprimer sur cette communauté internationale très attentive à l'évolution politique de la situation dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Jean-Robert, lorsque le doyen du corps diplomatique accrédité au Cameroun insiste sur le fait que l'esprit de dialogue doit continuer et relève qu'il y a eu de nombreuses absences des acteurs politiques durant le grand dialogue national et évoque également le fait, avec la position des États-Unis qui estiment qu'il faut des élections pacifiques au Cameroun. Pour vous, quel est votre regard sur cette communauté internationale et son attitude vis-à-vis du Cameroun? Les deux rejoignent la position du SDF qui est par ailleurs connue. Que le dialogue s'intensifie ou alors se poursuit, c'est tout à fait normal. Dans une république, le dialogue doit être permanent. Et le SDF a toujours été clair qu'il fallait qu'il y ait un dialogue politique national inclusif. Dans inclusif, il n'y a que tout le monde doit participer. Nous avons été clairs. Donc quand le doyen du corps diplomatique le dit, il valide la position du SDF. C'est clair. Et maintenant, M. Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, quand il parle d'élection pacifique, dans l'élection pacifique, il y a d'abord élection. Il faut que ce soit clair. C'est la raison pour laquelle donc, il rejoint une fois de plus le SDF. Maintenant, je vous en prie. Jean-Robert Wafo a la parole. Allez-y, Jean-Robert. Vas-y, Jean-Robert, tu dis des choses pertinentes. Voilà. Dans élection pacifique, il y a d'abord élection. Voilà. Et maintenant, si le SDF se rend compte, puisque nous avons choisi d'aller à ces élections, que ces élections ne sont pas passées dans un climat pacifique, le SDF avisera et saisira. Jean-Robert Wafo, nous sommes à 2 semaines de l'ouverture de la campagne électorale. Est-ce que le SDF a le sentiment aujourd'hui que le Cameroun se dirige vers des élections pacifiques sur l'ensemble du territoire national? J'ai répondu à cette question dès l'entame de l'émission, dès ma première prise de parole. J'ai dit le SDF observe, le SDF est attentif et le SDF avisera en tant que de besoin. Je l'ai dit dès ma première prise de parole. Peut-être que vous n'avez pas répondez pas à sa question. Et puis, écoutez, c'est pas vous qui posez la question, maître. Jean-Robert, vous avez la parole. Et je m'adresse aux téléspectateurs également. Et puis, je disais donc que il y a élection. C'est-à-dire que dans l'élection pacifique, il y a élection. Bon, maintenant, si ça ne se passe pas dans les
dans des conditions pacifiques. Déjà, avant que la commission, donc avant que, comment je vais dire, nos partenaires internationaux n'interviennent, n'est-ce pas, au niveau international, nous allons également saisir, n'est-ce pas, les instances internes. Le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire comme le Conseil constitutionnel et la Chambre administrative, parce que pour les saisir, il faut avoir intérêt et qualité. Je dis, il faut mettre tout ce qui peut venir, Et vous allez espérer que tout ce qui peut concourir à faire en sorte que, n'est-ce pas, le RDPC quitte le pouvoir. Je dis, c'est la bienvenue. Même les pressions qui sont exercées, n'est-ce pas, par nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. En l'état actuel, le SDF qui va dans cette compétition a-t-il le pouvoir de faire pencher la balance en sa faveur dans le cadre de cette élection annoncée le 9 février En sa faveur, c'est-à-dire quoi? Soyez vous êtes en compétition. Oui. Avez-vous, en l'état actuel, au regard des listes dans lesquelles que vous avez mises en compétition, est-ce que vous êtes en mesure de dire aux Camerounais que vous pouvez faire pencher la balance en votre faveur si les élections se passent dans des conditions de sérénité, il est clair que le SDF raflera tout dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir depuis à qui profite, à qui va profiter, n'est-ce pas, un éventuel retrait du SDF. À qui profite ce climat de terreur. Et politiquement, c'est celui qui aura le bénéfice politique. C'est le RDP. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, monsieur Cédric Noufélé, une enquête sérieuse, ou alors une enquête proprement diligentée, ne devrait pas exclure la piste, n'est-ce pas, du RDPC, ou alors des cadres du RDPC, comme étant ceux qui sèment la terreur de ce côté, parce que tout est possible. Je dis même une enquête indépendante. Il n'y a pas de problème, même si elle est indépendante. Et moi, ce que je vais dire, parce que le doyen du corps diplomatique, et donc également fait allusion au grand dialogue national, il est clair, notre position c'était quoi? C'était que on débouche sur le fédéralisme comme forme de l'État. Ils ont acté le grand dialogue qui est insuffisant par rapport à nos attentes, mais comme on dit souvent, mieux vaut un que zéro. Et Maître Sikati énonçait un certain nombre, n'est-ce pas, d'insuffisances et de pièges. Et j'aimerais également dire ceci. Quand on a parlé par exemple des collectivités territoriales décentralisées, en tant que maire adjoint, puisque le double c'est également, c'est-à-dire il y a les législatives et il y a également les municipales. Ce minimum de transfert de 15%, ce sera contrôlé ou participé, ça c'est un minimum. L'État, si on s'en tient au Code général des collectivités territoriales décentralisées, l'État doit effectuer un transfert d'au minimum 15% des ressources budgétaires vers les collectivités territoriales décentralisées. Moi j'aurais aimé que dans le prochain Parlement, qu'aux côtés du SDF, de l'UDC, des progressistes, n'est-ce pas, des partis alliés, qui est par exemple le MRC, les tenants du MRC. J'aurais aimé voir, écoutez, laissez-moi finir de parler. J'aurais aimé voir des talents comme le Bibou Nissak. J'aurais aimé voir des talents comme le Maître Sim. J'aurais aimé voir, n'est-ce pas, les talents comme il n'avait pas de dossier. J'aurais aimé les voir là-bas. J'aurais aimé voir dans le côté territorial décentralisé les Maîtres Sikati. Contrôler les Maîtres Djerou. J'aurais aimé voir les Angelbert, le bon d'Achoua. Aux côtés du SDF, faire bouger. J'aurais aimé voir les feux Jean-Claude à Douala deuxième. J'aurais aimé voir les Apipélé venir faire bouger les choses parce que quand on refuse de partir, regardez ce qui se passe, ce qui va se passer là prochainement. Le recrutement du personnel paramédical et infirmier dans les centres de santé intégrés et dans les centres médicaux d'arrondissement, c'est-à-dire que le recrutement et la prise en charge, c'est les communes désormais. Le recrutement et la prise en charge, n'est-ce pas, c'est-à-dire que du personnel et des enseignants préscolaires, donc des enseignants préscolaires, maternels et primaires, c'est le côté territorial décentralisé. Il y a un certain nombre de choses, j'aurais aimé voir. C'est-à-dire que j'aurais aimé voir que l'opposition, dans l'ensemble, les progressistes, bousculent les conservateurs, n'est-ce pas, au niveau déjà des côtés territoriales décentralisés, ainsi qu'au Parlement. Parce que tout ce qui arrive là, tout ce qu'ils ont inséré et que je viens dénoncer, c'est un combat qui date longtemps. Chaque fois, lors des questions orales aux membres du gouvernement, lors des propositions de loi, le SDF n'a eu de cesse de mentionner cela. Ce n'est bien que plus tard qu'ils ont acté cela. Donc, je dis, ils ont choisi, le MSC a dit qu'il ne partira pas, c'est un choix que je respecte énormément.
c'est leur agenda politique. Mais vous regrettez leur absence. Mais je regrette leur absence parce qu'ils auraient pu s'associer aux forces progressistes pour bousculer le conservatisme ambiant qu'il y a dans ces institutions, à savoir l'Assemblée nationale, ainsi que les communes d'arrondissement. C'est compris, Jean-Robert. Juste à côté de vous, mettre des Sikati, vous suivez les regrets du SDF de voir le MRC absent de ce processus électoral. Pourtant, aux côtés du SDF, vous aurez pu faire bouger les lignes selon la perception de Jean-Robert Wafou. Votre réaction, Maître Désiré Sikati? Vous savez, moi, quand j'écoute Jean-Robert parler, lorsqu'il il dit que dans le nouveau code des collectivités territoriales décentralisées, il est désormais donné la possibilité à ces collectivités territoriales de recruter, par exemple, je ne sais pas, il a parlé des médecins, des infirmiers. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs. Parce que même pour avoir tous les pouvoirs dont il parle là, il faut déjà gagner l'élection. Ouais. Voilà, bon. Et maintenant, pour gagner l'élection, il faut quand même être dans un environnement électoral équitable, où on a un code électoral qui assure les mêmes droits à tous les acteurs, tous les partis politiques. Voilà, donc moi, je voudrais, quand j'écoute M. Wafo, c'est un peu comme si toutes ces conditions préalables étaient réunies, alors que je sais qu'il y a de cela quelques temps, je l'ai écouté lors d'une émission, je pense même qu'on était sur le plateau ensemble, où il dénonçait le fait que le Conseil constitutionnel et les tribunaux administratifs n'étaient pas en symbiose en ce qui concerne les décisions rendues. En fait, dans le même cas de figure, les tribunaux administratifs rendaient des décisions qui n'avaient rien à voir avec celles rendues par le Conseil constitutionnel. Je dis bien dans le même cas de figure, le même dossier, à la seule différence que l'un concerne l'élection législative, l'autre concerne l'élection municipale, mais on a le même problème. Donc, moi, je pense qu'il faut à un certain moment, je ne veux pas dire jouer avec le feu, mais... Non, ça ne nous surprend pas. Je veux pas dire ça ne nous surprend pas. C'est la nature de ce régime. Oui, mais vous ne pouvez pas... Moi, j'ai le sentiment que vous êtes en train de défendre quelque chose et en même temps, vous faites la promotion du contraire. Vous ne pouvez pas dire que la nature du régime RDPC, c'est de mettre sur pied un système de fraude électorale qui part des institutions juridictionnelles en charge du contentieux électoral et dit après que vous faites confiance à ce système qui a espéré. Parce que quand vous dites que si on s'était mis ensemble, on aurait pu gagner des mairies et diriger des exécutifs municipaux, ça veut tout simplement dire que vous faites confiance à ce système pour qui parle confiance. Mais vous faites confiance au système électoral qui, à mon sens, ne favorise pas... bousculer, arracher. Moi, j'explique bien. Je dis, même bousculer et on va bousculer comment? Dans un compte, vous allez bousculer par quoi? Non. Non, je dis, il faut, nous devons être conséquents avec nos propos. Soblaza, si on n'a pas, non, monsieur, laissez-moi finir. Si, je pense que Soblaza, vous savez très bien qu'il était un seul député sur 180 depuis pratiquement 92 que le SDF a des députés à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas l'impression que quelque chose a changé dans la vie des Camerounais. Et depuis 92 que le SDF a toujours eu la majorité de ses députés dans le nord-ouest et le sud-ouest, on a quand même vu que malgré ça, il y a eu la crise anglophone. Ça veut dire que même la majeure partie des populations de ces régions-là considèrent que l'élection aujourd'hui, telle que c'est organisé dans le contexte camerounais, n'est pas le moyen par lequel on peut régler au refus du gouvernement du parti État d'entrer le fédéralisme. Robert, ça a été bien compris. Maintenant, il ne faut pas tromper la vérité. Edmond Kambia a la parole. Sur cette sortie, vous êtes diplomate. Edmond Kambia, journaliste d'investigation depuis de nombreuses années. Il y a une sortie devenue virale. Les photos de Tibor Nadi et le président du MRC. Et quelques mois avant, il y a eu une rencontre entre Tibor Nadi et le ministre délégué en charge des relations extérieures concernant toujours la situation politique du Cameroun. Comment expliquer que des leaders politiques d'opposition et membres du gouvernement se mobilisent autant aux États-Unis concernant la situation politique du pays? Oui, vous faites bien de dire qu'il y a eu une sorte de mobilisation, que ce soit l'opposition ou alors du pouvoir vis-à-vis de notre partenaire américain. Et les photos qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux, il faut le dire, un jour assez spécial, c'est-à-dire le jour où le chef de l'État, je crois jeudi dernier, recevait les vœux du corps diplomatique, c'est ce même jour que Tibor Nadi envoie son tweet et un message
où il annonce qu'il a effectivement reçu ce jour-là Maurice Kamto, le président du MRC, et exprime son engagement à encourager la démocratie au Cameroun et des élections pacifiques. On a donc en diplomatie ce qu'on appelle les symboles. Les symboles comptent et jouent un rôle de premier plan. Je dis bien, le même jour où le chef de l'État reçoit les vœux du doyen du corps diplomatique et de l'ensemble du corps diplomatique, le même jour à Washington, Thibor Nagui, sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, reçoit un leader de l'opposition du Cameroun, Maurice Kamto. Ça compte. D'abord, ça compte pourquoi? Parce que c'est un jour spécial où, au Cameroun, à Yaoundé, au palais de l'unité justement, le chef de l'État doit non seulement recevoir les vœux du corps diplomatique, mais répondre au discours du doyen du corps diplomatique. Ça, c'est d'un. Et le doyen du corps diplomatique est en réalité, je l'expliquais ici d'ailleurs, il est le reflet des positions prises par les missions diplomatiques accréditées à Yaoundé. Donc, au niveau le plus, je n'allais pas dire simpliste, mais au niveau le plus, restons simples. Au Cameroun, la communauté internationale est représentée par l'ensemble des missions diplomatiques accréditées à Yaoundé. Et ils sont représentés par les ambassadeurs, les chefs de mission dans des organisations internationales et autres. Et le jour spécial où ils doivent s'adresser au chef de l'État, c'était donc lors de cette cérémonie de vœux. Et quand le même jour, à quelques heures près, Washington s'adresse au monde entier, dit avoir reçu un leader politique de l'opposition du Cameroun et signifie à travers des symboles forts que je l'ai effectivement reçu et que nous nous engageons pour la démocratie et des élections pacifiques, cela signifie au moins deux choses. La première chose sur son message, c'est que Washington maintient sa position sur son accompagnement au processus démocratique au Cameroun. Mais un processus démocratique qui encourage l'inclusivité. Inclusivité. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des parties prenantes, des acteurs politiques qui doivent de manière consensuelle s'entendre sur les conditions qui permettent de parvenir à un processus électoral transparent avant d'aller aux élections. C'est ce que ça signifie, les élections pacifiques. Cela signifie qu'en réalité, Washington ne croit pas que les élections du 9 février seront des élections pacifiques. Voilà la traduction du message de Thibor Nagui. Il ne croit pas. Washington ne croit pas que les élections municipales et législatives du 9 janvier seront des élections pacifiques. Seront des élections qui se déroulent dans la paix. Pour la simple raison que nous débattons depuis plus d'une heure sur ce plateau, où nous voyons clairement que les conditions ne sont pas réunies pour que nous ayons des élections dans la paix au nord-ouest et au sud-ouest. Les élections peuvent peut-être se dérouler dans les 8 autres régions du pays, mais ne vont pas se dérouler de manière pacifique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, qui est tout aussi importante, et vous l'avez souligné au niveau de la présence du ministre délégué du Cameroun chargé du Commonwealth, lorsqu'il est allé rencontrer justement Thibor Nagui pour chercher à infléchir la position de Washington sur la décision prise par Donald Trump, selon laquelle, à partir du début janvier 2020, le Cameroun ne va plus bénéficier des avantages de l'AGOA. Et nous nous souvenons des réponses que Thibor Nagui avait apportées, n'est-ce pas, au ministre délégué camerounais chargé des relations extérieures. Et nous nous rappelons également les photos. Parlons des photos, je reste dans les symboles. Lorsque Thibor Nagui a reçu le ministre camerounais et sa délégation, rappelez-vous, les images, c'était la nervosité. Même quand il le saluait, le ministre, le délégué chargé des relations extérieures du Cameroun, il a salué, c'était froid. On a senti la froideur sur les photos, dans les salutations. Mais les photos qui ont été diffusées il y a quelques jours, Thibor Nagui était dans son meilleur jour possible. Et je l'ai toujours dit, c'est un monsieur affable, courtois, souriant. Il rencontre le président. On l'a rencontré, on l'a vu souriant lorsqu'il a salué Maurice Kamto. Ah ouais, ça c'est clair. Et l'ensemble de la délégation qui accompagnait Thibor Nagui. On a également vu Maurice Kamto avec des représentants du Congrès américain souriant sur la photo. Je dis en diplomatie, c'est très important. Oui. C'est-à-dire, l'image que vous reflétez
est important, peut être analysé. Ça a été compris. Mais il faut dire que c'est un président élu. Kambia. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Samuel Maud, d'être venu sur ce plateau. Non, tout de même. Merci également à Edmond Kambia. Merci à vous, messieurs Jean-Robert Wafo, Maître Emmanuel Achou et Maître Désiré Sikati d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Il va quoi? Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Quand les Benguis viennent là, il y a l'argent, il y a les zéros. Donc du coup, on ne doit pas blaguer. Donc Julie, toi-même tu as compris. Tu es en train de comprendre ce qu'on appelle les calculatrices, donc les ciseaux. Donc quand l'enfant de quelqu'un vient là, il ne veut même pas que l'enfant regarde même la famille. Si la fête est à 20h, je viens peut-être à 19h ou à 16h. Pourquoi? Je commence déjà à rôder en attendant que la fête commence. J'ai le nylon, j'ai le sac, j'embarque tout, je mets dans le sac parce que je ne suis pas là pour viser quelqu'un. C'est les bananiers. Même les Oh, pour les bananiers sont beaucoup, on se couche sur les bananiers. C'est sur un endroit, c'est pas bien se cacher là-bas. Mais c'est pas à nous attendre là. C'est pas bien, mais il va fuir. Il veut fuir. Ne sais pas même ce que lui-même Je ne sais pas. Parole de femme, c'est tous les mardis sur Equinox Télévision.